Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 dans le cadre de ce débat spécial Sénégal, le Sénégal qui se met en vitrine à la faveur du Forum international des investisseurs. Ce débat organisé en marge des travaux au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, j'y arrive, va faire un focus sur le regard que porte la communauté internationale sur la capacité du Sénégal à relever les défis sociaux, économiques et même politiques que ce pays se fixe. Pour en parler, j'ai sur ce plateau Marie-Roger Biloa, camerounaise, citoyenne d'Afrique et du monde. Vous dirigez depuis plusieurs années l'Africa International Magazine. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Un autre invité de la presse, notamment Michael Darmon, est également sur ce plateau, journaliste, éditorialiste à i24 News. Bonjour, merci de votre invitation. Rappelons déjà que nous partageons ce magnifique studio avec nos collègues d'i24 News. Le Sénégal a organisé l'Invest in Sénégal Forum. Madame Biloa, dites-nous aujourd'hui, est-ce que le Sénégal a la capacité de relever les défis économiques qui se fixent notamment avec ce forum? En tout cas, le Sénégal s'en donne la capacité. Déjà, sur le plan géographique, le Sénégal est une porte d'entrée sur toute l'Afrique de l'Ouest. Et on a vu avec la CEDEAO, la zone de libre-échange déjà, la libre circulation des personnes et des biens, le Sénégal bénéficie aussi de l'avancée de cette zone économique régionale qui est bien plus en avance que la CEMAC en Afrique centrale, par exemple. Mais surtout, le gouvernement du Sénégal a beaucoup investi dans les infrastructures d'accueil pour, je dirais, l'investissement, de manière générale, pour le secteur privé. On a vu déjà depuis quelques années, en matière de transport, on a vu les nouveaux aéroports, le train, le RER, enfin comment ils appellent ça, le TR, voilà, bientôt apparemment, voilà, etc. Et les autoroutes, voilà, le transport. Mais oui, il y a les fameuses zones économiques spéciales. Actuellement, il y en a 7. Tout ça démarre, mais c'est comme, mais c'est je dirais, les infrastructures d'accueil pour favoriser justement l'investissement à la fois international, étranger, mais aussi local, africain. Et le forum auquel nous assistons, déjà, on voit la qualité de l'organisation et tout ça, c'est pas des détails, a été structuré justement pour à la fois attirer, consolider déjà ce qu'il y a, parce qu'il y a déjà une industrie, je n'allais pas dire naissante, il y a une industrie au Sénégal qui est déjà appréciable et je crois que ils veulent passer, le gouvernement du Sénégal veut passer à la vitesse supérieure et ça se voit actuellement. Vous avez parlé d'investissement étranger et justement le Sénégal aujourd'hui dans la zone ouest-africaine, la zone monétaire, classée premier en termes d'investissement étranger direct. Que pensez-vous? Quel est le rôle de la diaspora dans cette injection des capitaux au Sénégal? D'abord, on sent effectivement un lien très, très, très vivace entre ce que l'on appelle la diaspora, en tout cas vis-à-vis du Sénégal, ou même d'une manière générale sur l'Afrique, mais plus particulièrement puisqu'on évoque aujourd'hui le Sénégal. Il y a ce lien à la fois très vivace, très multiple, lié à des relations qui existent même entre les familles qui sont restées, entre des projets que ceux qui vivent en France développent aussi au Sénégal. Et je dirais que ça correspond énormément et ça donne une dimension très particulière à ce que ce pays est en train de vivre. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, lorsqu'on vient ici et que l'on assiste d'abord à tout ce cadre, donc autour du financement et des investissements, et on assiste en fait effectivement sous nos yeux à un essor, à une sorte d'aventure humaine collective à laquelle tout le monde est un petit peu à sa manière partie prenante.
Ça part du fait que chacun, souvent les Sénégalais sont très contents de raconter, d'expliquer et de montrer les réalisations qui sont faites. On évoque effectivement les différences avec les années précédentes en termes d'investissement, d'infrastructure et de développement. Et puis surtout, on est, je dirais, ce que j'entends beaucoup, ce qui me frappe, c'est la fierté avec laquelle justement cette diaspora sénégalaise propage, je dirais, le récit, le roman national qui est collectif, qui est en train de se faire ici. Et principalement, parce qu'au fond, hein, c'est aussi la chance, c'est aussi une qualité professionnelle, on va dire. Hein. Ce forum s'organise, cette rencontre s'organise ici à Dakar, dans un contexte politique extrêmement particulier qui a mis le Sénégal sur la scène internationale, liée à l'annonce supposément très surprenante d'un président qui dit « je ne me représente pas après 2 mandats », alors qu'après 2 mandats, il ne peut pas se représenter. Mais on sait qu'on est dans un contexte géopolitique et de culture politique très particulier. Et donc justement, ça installe encore plus, ça ancre encore plus le Sénégal dans sa tradition d'alternance démocratique, de démocratie stable. Ce qui fait que pour le business, pour les investissements, pour les investisseurs, c'est fondamental, c'est central. Imaginez-vous si ce forum ou si cette rencontre s'était organisée dans un contexte troublé, un peu plus troublé, comme on l'a d'ailleurs connu il y a quelques semaines. Là, on a le sentiment qu'on est passé avec cette annonce du tout au tout dans une autre époque, et les investisseurs arrivent dans un contexte où ce pays se prépare à une transition démocratique, politique, générationnelle, extrêmement calme. Mais avec également un paradoxe, c'est qu'on a entendu le président Macky Sall venir faire choisir la plateforme Invest in Sénégal comme une plateforme politique pour dérouler tout un programme de développement sur plusieurs années, selon les plans qui ont été établis. Ce qui pose implicitement la question à la personne qui va le remplacer après au poste de la fonction suprême. Est-ce que le programme sera pris comme tel? Est-ce qu'il y aura un engagement? Est-ce que c'est simplement un héritage politique, ou est-ce que c'est une manière entre guillemets, de cadrer et de poser déjà les termes d'une campagne présidentielle qui va se dérouler sans lui? Précédemment, on a justement parlé de cette culture, notamment au sein de la diaspora, mais aussi des peuples sénégalais, à vendre leur culture, à vendre leur expertise. Est-ce que vous croyez que ça part d'une culture intrinsèque aux Sénégalais, ou alors c'est une volonté politique qui a permis de structurer cette dynamique? Alors, il faut déjà dire que rien que la ville de Dakar, la physionomie de la ville porte l'empreinte de la diaspora, parce que beaucoup d'immeubles, de bâtiments, d'entreprises qu'on voit ont été créés par des Sénégalais de la diaspora, ou venant de la diaspora, etc. Ça, c'est très, très prégnant ici. La diaspora sénégalaise est également très bien organisée à l'étranger, et comme toute diaspora, elle tient beaucoup à se rendre utile dans son pays d'origine. Mais si c'est une culture, sans doute, parce que je crois que les valeurs de solidarité sont très très fortes au Sénégal, comparativement, ouais, parce qu'elles existent partout, mais avec le temps, on voit que les Sénégalais s'entraident, on voit beaucoup à l'étranger, dans les organisations internationales, ce n'est pas le cas de toutes les communautés, etc. Et ils sont très à cœur de participer au développement de leur pays. Et juste pour rajouter un mot par rapport à ce que disait Michael, sur la continuité, c'est très important dans le cadre de la poursuite des affaires. Lorsqu'on veut investir dans un pays, on veut être sûr que ce qui a été fait avant ne sera pas défait par le successeur. Et c'est bien ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le président Macky Sall a continué l'héritage du président Wade pour des choses bien concrètes. Par exemple, l'aéroport avait été initié par Wade, je ne sais même pas s'il avait déjà été, la construction avait commencé, il a continué le projet, il l'a terminé. L'espace où nous sommes ici, Diamniadio, pareil, et toute la zone qui entoure et qui doit être bâtie et construite et développée, le président Macky Sall a poursuivi ça. La case des tout-petits, qui était une invention brillante du président Wade, elle a été continuée et renforcée. Donc tout ça rassure des investisseurs.
C'est-à-dire, ça veut dire que les contrats qui ont été signés sous l'ère d'un président ne sont pas annulés automatiquement parce qu'il y a alternance au Sénégal. Et cette continuité est assez forte au Sénégal parce que nous sommes habitués à voir que dès qu'il y a même pas un changement de régime, même changement de ministre dans beaucoup de pays, tout tombe à l'eau. Tous les programmes, même des choses en cours s'arrêtent, etc. Donc, c'est pour ça que pour répondre à la question initiale, est-ce que le Sénégal peut relever les défis qu'elle se fixe? Certainement. Elle a tous les atouts et je crois qu'elle fait exactement ce qu'il faut pour que tous ces rêves deviennent des réalités. Quelle est la part du leadership du président Macky Sall dans cet attrait-là que sont les essais du Sénégal sur l'étranger? Mais justement, comme vient de l'expliquer Marie-Roger, cette part est prépondérante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une incarnation qui est quand même un peu le maître mot de notre époque. On le voit d'ailleurs, beaucoup de pays retrouvent une forme de regain et de nouvel essor autour d'une incarnation qui est celle de leur leadership, qui revitalise un roman national et qui permet de pouvoir créer ce qu'on appelle le nouveau narratif. Et c'est exactement à cette mécanique à laquelle on assiste, cet engrenage vertueux, je dirais, auquel on assiste en particulier au Sénégal, dans d'autres pays également d'Afrique de l'Ouest, mais là effectivement au Sénégal. Parce qu'il y a justement une incarnation qui est celle d'un leader politique stable, qui s'inscrit dans une culture effectivement de la transition démocratique et qui va le prouver une fois de plus. Donc ça, c'est effectivement très important. Et c'est cette impulsion que vous évoquez qui a permis aussi de faire de la production de politique publique qui permet d'attirer les investisseurs. Notamment, un des grands sujets qui a été évoqué ici, qui est cette fameuse loi donc sur le partenariat public-privé, qui est en soi une martingale extrêmement, révolutionnaire, entre guillemets, en tout cas très, très mobile et très contemporaine, qui permet de pouvoir attirer des capitaux, mais pas dans une logique uniquement d'un État qui distribue des prébendes ou qui donne des contrats, mais qui permet également à des partenaires privés de venir travailler sur les infrastructures de façon également, à être également bénéficiaire. Donc ça, c'est une logique économique. Ça, c'est très intéressant. Et puis, à côté de cela, il y a bien sûr le fait d'avoir décidé de placer aussi ce pays, comme certains de ses voisins, mais avec évidemment des atouts naturels très particuliers, dans, l'enjeu du XXIe siècle, qui est la transition écologique. Et c'est vrai que l'on a martelé ici, et on le rappelle, et c'est un chiffre très important, le continent africain n'émet que 3% des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des pays producteurs et donc pollueurs. Bien souvent, et avec ce discours, là aussi, très incarné au sommet du gouvernement, du président, de sa ministre de l'économie, qui répète régulièrement aux investisseurs, nous n'avons que 3% de responsabilité, et nous n'avons pas une responsabilité historique. Ce n'est pas nous qui avons pollué la planète. Donc, on développe notre démarche, on développe notre politique avec des atouts naturels que sont l'eau et le soleil extrêmement puissants et qui permettent, en plus avec récemment des découvertes également de gisements pétroliers et gaziers qui vont placer, le Sénégal dans une autre démarche. On l'a vu d'ailleurs avec le président sénégalais lorsqu'il a été à Paris pour le sommet pour le nouveau pacte financier. Il y a une incarnation de ce qu'on appelle maintenant le Sud global, qui a des places fortes, et en particulier Dakar en est une. Justement, le rôle aujourd'hui du Sénégal dans ce nouveau narratif appelé par tous les panafricanistes, les présidents africains, quel est le rôle du Sénégal? On a vu le président Macky Sall, durant sa mandature à la tête de l'Union africaine, jouer un rôle très prépondérant dans les plaidoyers africains, notamment l'intégration de l'Afrique au G20, ou même encore au niveau des financements, l'appel des financements plus justes. Quel est le rôle aujourd'hui du Sénégal dans la construction de ce nouveau narratif africain? Je rajoute à ça aussi que le président Macky Sall, en sa qualité de président de l'Union africaine l'année dernière, a aussi plaidé pour que l'Afrique ait un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il a à cœur
de s'inscrire dans la mouvance panafricaine et panafricaniste. C'est-à-dire, il y a un État, le Sénégal, mais qui s'inscrit en solidarité, en construction, en co-construction avec le reste du continent. Mais ce nouveau narratif, je crois déjà, parce que les Sénégalais sont très éloquents, ils savent en parler. On a dans les instances internationales, on peut, je dirais, les Sénégalais ont beaucoup dirigé des instances internationales, la FAO, à un moment donné il y avait la FAO, il y en avait quelques-uns qui ne me reviennent pas à l'esprit, et ils ont assuré un rayonnement certain de la cause africaine, de manière générale, pas que de la cause sénégalaise. Et là, ce qu'on voit actuellement, et ça a été dit par le président Macky Sall, il a appelé les autres pays à venir investir et il a appelé les Sénégalais à aller aussi investir dans les autres pays africains. Donc il y a une dynamique croisée qui fait partie de la politique du Sénégal. Michael Damon, sortons sur cette projection économique que fait le Sénégal, une croissance économique à 2 chiffres pour cette année, pensez-vous que ça puisse se faire? En tout cas, les chiffres ont été annoncés comme tels ici lors de ce forum. Et le président lui-même et sa ministre de l'économie expliquent et répètent que les projections sont sur donc sur 8 ou 9% de croissance, entre 8 à 10% de croissance selon les fourchettes. Donc ça veut dire que très clairement, il y a ce pays qui se positionne dans un essor, je dirais, à la fois économique et politique, et qui s'insère également dans une évolution géopolitique. On sent de loin, quand on regarde depuis l'Europe, on dit maintenant communément l'Afrique est le continent du XXIe siècle. Ce sont peut-être des mots ou des beaux éditos ou des manières de dire les choses avec un peu de lyrisme, mais c'est vrai que lorsqu'on arrive sur le terrain, on constate bien sûr que les mécanismes qui sont à l'œuvre vont faire effectivement, et font déjà avec certains pays leaders, eh bien font du contenu africain, et en particulier de pays comme le Sénégal, parce qu'ils ont une stabilité, une fois de plus, politique. C'est important de le rappeler. Le Sénégal est entouré de pays qui n'ont connu qui connaissent des déstabilisations politiques, des coups d'État, des pouvoirs militaires, des pouvoirs civils mis de côté, des interventions étrangères, notamment de la part de la Russie, totalement acceptées, qui co-dirigent quasiment des pays. Donc il faut vraiment prendre conscience à quel point c'est à la fois la norme, la démocratie, et une exception qui doit être préservée. Une exception politique qui doit être préservée en Afrique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons sur ce plateau Marie-Roger Bilois. Merci d'être passé dans nos studios. Avec plaisir. Michael Damon, merci de votre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Africa 24.